Salut, c'est un jour Salut. historique. Ah ouais, c'était une nuit historique pour nous. Ah oui, ça faisait quoi, 135 ans qu'il n'y avait plus un président des États-Unis qui avait réussi à être réélu après avoir été battu après un mandat, comme ça, à faire une. Ouais, comment il s'appelle? Clover. J'ai oublié le nom de famille du gars. Enfin, je crois que c'est Clover quelque chose, ouais, Oui, qui avait fait un mandat, il avait été battu, il s'est représenté, il avait été réélu. Et là, ouais, c'est très étonnant, très très étonnant ce qui est arrivé hier. Alors tout de suite, il faut préciser que ni toi ni moi n'avons voté, euh, qu'on est des observateurs extérieurs. c'est Et vrai. qu'on regarde avec amusement, parce que c'est un spectacle, ce qui s'est passé, tant ce qui s'est passé là-bas que ce qui s'est passé ici, hein, parce que évidemment le spectacle est dans la salle, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut regarder non seulement le showman, donc l'acteur extraordinaire qui est Donald Trump, que sont d'ailleurs les autres autour de lui, hein, on peut Oui. parler d'Elon Musk, et puis évidemment de l'équipe en face, de Kamala Harris aussi, qui est une En euh, fait, je voyais Dana White, qui est le responsable de l'UFC, là, qui est un des proches de Ah oui. Donald Trump de il me semble que aussi de Joe Rogan, et je crois que Dana White, peut-être à un moment donné, est-ce qu'il n'a pas été impliqué dans du catch ou je sais pas quoi. Enfin, je sais que Donald Trump lui-même a participé à ça. Et en le voyant comme ça sur scène, tout à coup, j'ai une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peu comme un match de catch, ce à quoi on a assisté. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, il y a des trucs spectaculaires qui se sont passés, pendant la campagne, des interventions, du troll, des trucs drôles en fait, et puis aussi dans la salle, comme tu dis, parce que le catch, c'est aussi, c'est pas seulement sur la scène. Donc Alors oui, moi, le parallèle avec le catch, bon, dès que j'entends catch, c'est que c'est spectaculaire mais truqué. Alors là, c'est pas ah, truqué. non, non, c'était plus que, non, non, effectivement, c'est pas truqué. Non, la comparaison s'arrêtait là, mais plus le fait qu'il y ait quelque chose de qu'on exagère un peu, enfin, que les choses sont un peu grandiloquentes. Là, dans le Ah catch, c'est oui, un bien peu comme sûr. ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Là, il y a beaucoup de jeux effectivement où on roule des mécaniques. Euh, mais quand même, on peut rappeler, on peut souligner plusieurs choses, enfin moi qui me paraissent remarquables dans ce qui s'est passé hier aux États-Unis cette nuit. D'abord, c'est que, bah, comme tu l'as dit, c'est qu'un président qui avait été battu une fois a été réélu. Mhm. Euh, Ensuite, que ce président revient enfin, c'est Édipe qui remonte des enfers. Hein. Enfin, c'est l'histoire de Donald Trump. Ça mérite un écrivain. Ça mérite d'être raconté par un écrivain ou un poète spectaculaire, enfin, le plus J'ai entendu la grand. comparaison avec le comte de Monte-Cristo aujourd'hui. Ça Oui, m'a fait c'est sourire. ça. C'est exactement. Moi, je l'ai entendu plus politiquement. Euh, un historien britannique qui s'appelle, enfin qui est assez connu, qui s'appelle Simon Sebag Montefiore, qui l'a comparé avec le retour de Gaulle en 58. Il dit il n'y a pas eu Ah de oui, comeback, il n'a pas d'idée en tête d'autres comebacks aussi spectaculaires que celui de Gaulle en 58. oui, Donc c'est rappelons vrai. De Gaulle qui est battu en 47, qui quitte le pouvoir en 47 et qui revient en 58 dans des circonstances un peu troubles. Enfin, pour moi, c'est un coup d'État. Mais enfin, c'est pas le sujet. Euh, et puis là, effectivement, un homme qui est qui était sur le point d'aller en prison, qui a été condamné pour des tas des faits probablement vrais, mais parfois dont on appréciera la sévérité, Qu'on a essayé d'assassiner. qui a été, ah oui, qui a fait évidemment l'objet de deux tentatives d'assassinat. Donc il y a eu des tentatives d'assassinat, d'élimination judiciaire, il y a eu des tentatives Oui. d'élimination par arme à feu. Un gars qui est parti. Alors, il faut se méfier évidemment des jugements qui sont donnés par les médias, non seulement européens, mais évidemment qui sont le reflet des médias de gauche américains. Mhm. Il a quitté le pouvoir dans le déshonneur
en 2021. C'est-à-dire qu'on lui Oui, reproche, pour moi c'est faux, hein. On lui reproche d'avoir incité à l'insurrection avec l'invasion du Capitole par des manifestants le 6 janvier 2021. oui. Pour moi, Donald Trump n'est absolument pas complice de ce qui s'est passé. C'est très clair, il a appelé au calme. Et tout autre récit, c'est du fake news pour moi. C'est de raconter Je que pensais que tu allais Trump. parler du fait qu'il avait eu, il me semble, quelques difficultés à admettre la. Enfin, Alors, que ça il a avait pris jamais admis 5 cette. jours ou 4 jours Non, non, mais il a jamais admis sa à défaite. reconnaître. Ah oui, c'est Ah, ça. mais il l'a jamais admise. C'est pas Oui, il a pas pris ça, il l'a jamais admise. Mais ça pour moi, enfin, c'est tout. On s'en fiche complètement. Le principal, c'est qu'il a quitté la Maison Blanche et il l'a quitté volontairement. Il l'a pas quitté par la force des armes. oui, tu Donc, sais pas barricadé. il s'est pas barricadé. C'est pas un forcené, quoi. Oui, Donc, il faut pas non plus exagérer. Et oui, il a pas reconnu sa défaite. Ça c'est voilà, ça c'est de la poésie. Hein, on s'en fiche complètement. Le principal, c'est que il a cédé le pouvoir. Dans les faits, il a cédé le pouvoir à Joe Biden, qu'il avait battu. Il a reconnu sa défaite parce qu'il a quitté la oui, Maison Blanche. Et il revient des enfers. Il revient du plus profond de l'infamie, de la honte, du déshonneur, des tentatives d'assassinat, et il reprend le pouvoir. Mais mm. il faut un, C'est majestueux à voir, hein, au-delà ouais, de toutes les considérations, c'est vraiment très impressionnant ouais, qu'il ait continué à son âge aussi à avoir cette énergie, à croire en sa victoire. ça mérite d'être raconté par Tacite enfin tu vois, c'est de l'ordre de l'histoire de Jules César cette histoire-là. C'est de la même puissance romanesque. C'est Mais je pense romanesque. que oui, c'est vrai, mais surtout ça le sera si effectivement derrière il parvient à remettre, de la paix dans le monde, Mais pas à forcément. Pas calmer. forcément. Écoute, Non, parce que filons tu la parles de Jules comparaison avec César, donc je César. pense, tu parles de Jules César, donc je pense évidemment à des guerres et aujourd'hui on en a. Alors, de chez Jules César, enfin Jules César combat dans une guerre civile. Alors c'est pas ce qui est en train d'arriver. Hein. Kamala Harris a concédé sa défaite. Biden a appelé Trump. Kamala Harris ont appelé Trump ce soir enfin ce matin aux États-Unis pour le féliciter, enfin pour admettre leur défaite. Pour poursuivre avec Trump, avec César, ne pas oublier que César finit assassiné. Mmh. Ça pourrait arriver à Trump. Et c'est son successeur qui va instaurer la paix. Alors, il va mettre fin à la guerre civile, il va poursuivre la guerre civile. Auguste, hein, enfin Octave, puis Auguste, vont continuer à se battre contre Marc-Antoine. Enfin, il va continuer à se battre et puis finalement il va imposer la paix, mais par les armes. Je pense pas que ça va arriver. C'est pas du tout ce qui est en train de se profiler aux États-Unis. Mais peut-être que l'œuvre populiste, le programme populiste de Trump, c'est populiste au sens où il s'agit de privilégier, de combattre des groupes de pouvoir, d'influence qui sont cosmopolites, c'est-à-dire qui veulent la dissolution de l'État dans un grand tout indifférencié par l'immigration, par la modification de règles de droit de la famille, par exemple, ou de droit des gens, enfin dans les personnes, pardon. Cette œuvre, ça peut-être poursuivi non pas abouti par Trump, parce que 4 ans, c'est pas beaucoup, mais sans doute par son successeur. Et ce que je vois maintenant, c'est Vance 2028. Hein. Vance, donc J.D. Vance, qui est le vice-président, remarquable, homme extraordinaire, le vice-président de Trump, Vance, Mmh. qui est un personnage très très intéressant. Il faut l'écouter dans son interview avec Joe Rogan, mais un homme politique qui parle avec autant de, je vais pas dire candeur, mais autant euh, de, 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 de familiarité. Il est pas, il y a pas tu ne flaires pas la duplicité, il n'y a pas de langage, il se met pas en scène. Oui, Il est pas comme il Trump, par ne exemple. oui, non, mais alors j'ai observé exactement la même chose que toi en l'écoutant, chez Joe Rogan aussi et
je me suis à ce moment-là dit que finalement il ressemblait pas vraiment à un homme politique et peut-être que c'était pas sa destinée non plus. Alors bon, il est quand même déjà, Bah, il est déjà sénateur, c'est ça? sénateur, Donc c'est pas vice-président. comme si, c'est pas comme s'il débarquait, Ouais, c'est pas par hasard qu'il est là. mais je dirais que ce côté désagréable justement des hommes politiques que tu viens de décrire, qui sont tout le temps en train d'exagérer, de faire des polémiques de rien du tout, et cetera, et que lui fait pas du tout ça, qu'on n'a pas du tout l'impression que ce soit partisan, heu, et bien ça me donne l'impression que justement il est enfin oui, certes on pourrait imaginer qu'il serait, aimé enfin, ou du moins, comment dire? Que des gens de plusieurs camps pourraient voter pour lui parce que justement il a ce côté un peu modéré, centriste. Mais à la fois, je j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui réussisse beaucoup en politique d'avoir cette posture, parce qu'on l'observe tellement rarement que c'est peut-être pas un hasard. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Peut-être. Bon, on peut peut-être rappeler qui est J.D. Vance. Hein. J.D. Vance, c'est un homme qui a 40 ans, père de famille, qui s'est converti au catholicisme récemment. Il est Oui. après être passé par l'évangélisme. Et surtout, en fait, il a une carrière littéraire. Avant d'être un homme politique, il a écrit. Alors, il était avocat. Il vient des milieux des hillbillies. Alors, qu'est-ce que c'est que les hillbillies? Les hillbillies, ce sont les petits blancs, les populations de blancs qui vivent dans les Appalaches, c'est-à-dire des régions très pauvres, très retirées, plutôt de l'Est des États-Unis, mais les Appalaches s'étendent. Les Appalaches, c'est une chaîne de montagnes pas très élevée, mais qui s'étendent de l'Ohio jusqu'à quasiment au pied de la Floride. Et donc, qui est dans l'arrière-pays, derrière toute la grande mégalopole de Boston, New York, Philadelphie jusqu'à Washington. Et donc, ce sont les cutéreux, les hillbillies, on pourrait traduire ça par cutéreux, c'est les petits blancs. Et il a écrit et il vient de ce milieu-là, très pauvre, très reculé. Et il s'est rendu célèbre en écrivant un livre qui a été traduit en français. Je me souviens d'avoir lu une critique très élogieuse de ce livre dans le monde des livres. Hillbilly Elegy. Elegy, Mmh. comme une élégie, hein, c'est-à-dire un éloge ou en tout cas une histoire racontée sur les hillbillies. Et il raconte qui est ce milieu. Donc c'est à la fois sociologique, à la fois littéraire. Il est sorti de ce milieu parce il a réussi, il est très intelligent, il a réussi à rentrer à Yale, donc la grande université, où il a fait des études de droit, il est devenu avocat, et puis donc il a raconté cette histoire, il s'est rendu célèbre avec ce livre, et puis plus tard il a été élu au Sénat, alors, je crois qu'il est sénateur de l'Ohio, je pense. Euh, Et je et, crois que c'est là-bas, oui. ouais. Et donc il a 40 ans, il est tout jeune. Il est Mmh. vraiment très jeune et il vient d'un milieu complètement différent de celui de Trump. Hein. Trump, c'est les hommes d'affaires new-yorkais, héritiers Oui. faut pas exagérer la fortune dont il a hérité, mais enfin, donc c'était très confortable. Et là, il a choisi quelqu'un qui est vraiment l'exemple de l'ascension sociale à l'américaine, pas du rêve américain, parce que Vance n'est pas devenu un multimilliardaire. Enfin, Il est c'est pas pas un non plus, tycoon, c'est pas un homme d'affaires. le rêve américain, je trouve que ça sous-entend souvent, un immigré, en fait. Oui, Alors lui, bon, ça fait certainement pas beaucoup de générations qu'il forcément. est Enfin, là. ils sont Ouais. tous un peu immigrés, hein, mais, Non, mais mais disons que par c'est exemple, un. Vivek Ramaswamy, Oui, alors incarne beaucoup plus ça, on va ouais. parler ensuite des Avengers, du groupe des Avengers qui sont autour de Trump. Mais là, on tient avec ce Vance, un personnage tout à fait étonnant, et s'il arrive à tenir le bon et à ne pas se fâcher avec Trump dans les années qui vont venir, Trump de toute façon ne pourra faire qu'un seul mandat, là, hein, c'est son dernier mandat, il devra trouver un successeur, et bon, bah, naturellement, c'est son vice-président qui se représentera pour lui succéder. Euh, Ce sera l'héritier, mais c'est vraiment un caractère très différent. Et donc, pour moi, le plus intéressant dans ce qui s'est passé là, c'est le futur du Trumpisme, de Trump. Le futur que est en train de tracer dans le pouvoir américain. Donc Mmh. là, il a liquidé les néoconservateurs, donc les héritiers de Bush, etc., des Bush, et puis également sous Clinton et Obama, qui faisaient la politique américaine à Washington. Donc cela s'est terminé dans le Parti républicain.
Et là, il est en train de construire la suite, c'est-à-dire J.D. Vance, mais aussi, tu as cité Vivek Ramaswamy. Alors, Vivek Ramaswamy, c'est un entrepreneur de la Silicon Valley. Oui, de la Silicon Valley, oui. Oui, mais plutôt dans la santé, non? Ouais, plutôt dans la santé. Ses réussites sont discutables, mais enfin, je pense qu'il a quand même pas mal de fric. Et en tout cas, il est très brillant. Il est d'origine indienne, hein, Vivek Ramaswamy, donc c'est pas du tout, c'est pas du tout un blanc, pas du tout d'origine européenne. Il est d'origine indienne. Physiquement, ça se voit très bien. Il était candidat à la primaire républicaine contre Trump d'ailleurs, puis il s'est rallié à Trump. Très jeune aussi, très brillant, des idées extrêmement innovantes. Il y a évidemment Elon Musk, Très vif. un petit peu plus. Oui, Vivek Ramaswamy est extrêmement vif. Il y a évidemment Elon Musk qui est dans l'équipe. Hein. Elon Musk est une génération au-dessus de celle de Ramaswamy et Vance. Il y a le vieux Robert Kennedy Jr., donc Bob Kennedy Jr., le fils de Bob Kennedy, donc le neveu de John Fitzgerald Kennedy, donc celui de la dynastie Kennedy, qui s'était présenté à la primaire démocrate. Et je noterai ensuite le nombre de démocrates, d'anciens démocrates qu'il y a dans cette équipe. Et puis, il y a Tulsi Gabbard. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'elle, je vous recommande d'écouter des interviews de Tulsi Gabbard, qui est une femme d'origine samoenne, donc océanienne. Donc le Samoa, c'est une des îles qui sont occupées par les États-Unis dans le Pacifique. Et elle est donc d'origine océanienne. Elle est militaire, elle est lieutenant-colonel de l'armée américaine, pas de réserve, hein, d'active. Elle a été représentante à la Chambre des représentants de je sais plus quel État. Enfin bon, voilà. C'est pas le Colorado ou dans ce coin-là? Ouais, c'est ça, dans l'Ouest. Non. Elle a fait un mandat, puis elle a été dégoûtée parce qu'elle n'a pas représenté, mais elle était démocrate. Et donc, on a Robert Kennedy qui était démocrate, Elon Musk qui se caractérisait jusqu'il y a 3 ans comme démocrate, oui. et Tulsi Gabbard qui est démocrate. Donc, des anciens démocrates, c'est-à-dire des gens qui probablement n'ont pas changé d'idée, mais le Parti démocrate déviant vers la gauche, eux, ils se sont retrouvés en fait exclus de fait du Parti démocrate, et donc rapprochés du centre droit du Parti républicain. Et donc on a affaire à des personnalités très intéressantes, des idées, des parcours très différents. Et là, Trump, vraiment, à la différence de son premier mandat où il a débarqué, il devait, à mon avis, pas s'attendre à être élu. Il a débarqué, il avait absolument rien de prévu pour gouverner, c'était le chaos. Il a dû faire venir sa famille, s'appuyer sur sa famille pour gouverner, ce qui est plus ou moins recommandable. Bon, ils ont quand même réussi, eu quelques belles réussites, hein, les accords d'Abraham, c'est-à-dire la paix diplomatique avec une partie du Moyen-Orient, entre Israël et une partie du Moyen-Orient. Mais bon, c'était compliqué le premier mandat de Trump. Et là, en revanche, il arrive avec une équipe déjà formée. Il a quasiment son gouvernement. Alors ça marche pas comme ça aux États-Unis. Hein. C'est pas le président n'arrive pas avec un gouvernement. Enfin, il arrive avec une administration et des personnalités qu'il faut quand même reconnaître être à la fois très originales, très solides, très intelligents, des gens qui ont des parcours très différents, des personnalités qui vont s'équilibrer parce qu'il y a à la fois la vivacité, le grain de folie d'un Vivek Ramaswamy et d'Elon Musk, et puis face à ça, la sagesse, le calme alors Robert Kennedy Jr. Il a des côtés un peu fantasques, mais Tulsi Gabbard, c'est un élément modérateur très intéressant. Aussi J.D. Vance. Donc Tulsi Gabbard, je viens de vérifier, elle vient d'Hawaï tout simplement. Oui, mais je crois qu'elle a des oreilles. Elle a pas des... Non, mais c'est là qu'elle est élue. Ah, elle était élue à Hawaï. Ok, d'accord. Oui, elle n'est pas originaire d'Hawaï, mais enfin d'autres îles plus au sud-ouest. Donc on se retrouve vraiment dans une... il faut que je branche mon ordinateur. Excuse-moi. On se retrouve dans une configuration vraiment très étonnante, à laquelle... qui augure, disons, d'un gouvernement intéressant dans les mois à venir, dans les années à venir. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il faut pas être naïf sur les chaos qui sont semés sur la route d'un homme politique, les événements auxquels on ne s'attend pas, qui peuvent arriver. Enfin, Trump l'avait vu avec le Covid déjà.
Mais Il peut y avoir c'est des tas clair de que choses. ce groupe-là qu'on vient de citer là, ils sont même pas tous des politiciens, hein. Elon Musk et Vivek Ramaswamy, jusqu'à peu de temps, ça l'était pas. Mais ils sont marquants tous. Ils ont vraiment tous une personnalité. Et la personne qui les a appelés les Avengers, je trouve que c'est vraiment très bien trouvé parce que ça donne du fait à cette campagne une saveur complètement différente. Et il y a vraiment encore plus ce côté théâtral dont on parlait tout à l'heure dans le catch avec des équipes les unes contre les autres, etc. Et c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment très divertissant à regarder, je trouve. J'écoutais l'entretien qu'il y a eu entre Joe Rogan et Elon Musk le week-end dernier. Mhm. Et il y a une chose que raconte, bon, il raconte tous les deux. Il raconte un événement que j'ignorais, auquel j'avais jamais prêté attention, et qui est un événement clé aussi pour comprendre ce qui s'est passé avec Trump. C'est que Trump, on sait, faisait partie de l'établissement. Hein. Il était reconnu homme d'affaires, il fréquentait la droite, la gauche. Enfin, il était new-yorkais, il faisait pas de politique, même s'il a flirté avec des candidatures à la présidentielle depuis les années 90. Il n'avait jamais vraiment franchi le pas. Et alors, apparemment, en 2014, je crois, il se retrouve à un déjeuner des correspondants de la Maison Blanche. Donc, des correspondants, les journalistes qui couvrent la Maison Blanche, qui sont accrédités à la Maison Blanche, ont un célèbre dîner une fois par an. Donc c'était sous Ah, Obama. c'était sous Obama. Et, et pendant ce dîner, Trump a été humilié par Obama, humilié par il était présent à ce dîner, il a été humilié par les journalistes qui étaient présents, qui se sont moqués de lui dans leur discours. Donc ce genre de dîner, en fait, c'est une série de discours avec des intervenants. Alors, si j'ai bien compris plus précisément, c'est ce qu'on appelle le roasting, qui est donc le fait de De mettre charrier. quelqu'un, de charrier quelqu'un. Mm. Je crois que c'est assez courant comme pratique, notamment dans les dîners de levée de fonds aux États-Unis. Et je crois aussi que lors de ce dîner des correspondants, généralement, c'est le président lui-même qui subit en fait, Oui, qui se fait charrier par tout le monde. Donc c'est ça. ça aurait dû être Obama. Et effectivement, ça m'a marqué aussi cet événement, enfin cette remarque de Joe Rogan et Elon Musk au sujet du fait qu'en fait, c'est au lieu d'Obama qui a été charrié, c'est en fait Trump qui s'est retrouvé à se faire charrier par Obama et par d'autres, d'où la fameuse citation que moi j'avais déjà entendue d'Obama, on le voit au micro, qui dit s'il y a bien une chose que vous serez jamais, Monsieur Trump, c'est président de la République. Et je crois que c'était lors de cette soirée qu'il y a eu ça. Et effectivement, ça leur est... Enfin, en tout cas, Elon Musk, qui était aussi présent à ce dîner, Oui, disait il raconte. Il voyait la enfin, tête de Trump voilà. qui se décomposait devant l'humiliation publique qui lui était infligée. Et Ce que j'ai Musk du mal à dit, imaginer, hein. oui, Alors, mais c'est bon, peut-être un Trump plus jeune, mais... ouais. Mais là, et c'est ce jour-là que Trump a décidé semble-t-il, de se présenter et de montrer aux gens, écoutez, vous êtes foutus de ma gueule, vous m'avez humilié, vous m'avez dit que je serai jamais président, eh ben on va voir on va voir ce que ça donne. Et donc c'est un aspect évidemment, alors c'est pas Edmond Dantès dans le conte de Monte Cristo exactement, parce que l'illumination d'Edmond Dantès est bien pire, hein, c'est pas ce genre-là, mais il y a une espèce de défi qui est relevé, un peu une espèce de gant qui est relevé. Hein. C'est un côté très chevaleresque, hein, l'honneur bafoué Mhm. de Trump qui cherche à rétablir son honneur en montrant de quoi il est capable. Et, et ça, ça aussi, c'est un élément que j'ai découvert récemment, qui me semble assez important pour comprendre la carrière, l'initiation de la carrière de Trump. Pourquoi est-ce qu'il s'est lancé en politique euh, et, et puis cette série. Alors évidemment, pour revenir sur l'élection particulière, là, euh, l'humiliation. Alors il faut souligner deux choses dans ce qui s'est passé. La première, c'est que Trump a remporté, ce soir, à l'heure à laquelle on se parle, on n'a pas encore la totalité des résultats, mais
Ce soir, il a remporté le Michigan, qui est un des États clés, c'est-à-dire un des États qui varie selon les élections, qui n'est pas forcément acquis à l'un ou l'autre camp selon les élections. La Pennsylvanie aussi. Alors, on sait déjà la Géorgie, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, qu'il a remporté. Et, je crois que l'Arizona a été déclaré aussi, qui est aussi un État clé, un État swing state, donc un État qui balance selon l'un ou l'autre camp. Le Michigan, l'Ohio et la Floride, qui ne sont plus des swing states depuis quelques temps, qui sont acquis aux républicains. Et on attend, on attend le Wisconsin, je crois. Ouais, on attend encore le Wisconsin et le Nevada. Mais bon, peu importe les États. Donc, et ces États-là sont les résultats pour l'instant penchent vers Trump aussi. Donc, déjà, il ramasse là, il fait tapis, c'est-à-dire qu'il ramasse la quasi-totalité des États clés, à part la Virginie. Non, la Virginie n'est pas un État clé. Enfin, quoi qu'il y ait eu des doutes sur eux. Et puis, et en plus, il a le vote populaire, ce qu'on appelle le vote populaire, c'est-à-dire qu'il a la majorité des voix des électeurs américains. Et pas seulement la majorité des grands électeurs. Et pas la majorité, seulement la majorité des grands, pas seulement, puisque le président américain est élu par des grands électeurs. Il n'est pas élu directement, il est élu au scrutin indirect, majoritaire indirect. C'est-à-dire qu'il y a des élus qui sont élus par des gens qui sont élus par les gens, par chaque État pour désigner ensuite le président dans un vote qui a lieu un peu plus tard, au mois de novembre ou décembre. Mais en plus de ça, il remporte la majorité des voix des électeurs. Et ça, c'était plus arrivé aux républicains depuis Reagan. Depuis le deuxième mandat de George Bush Jr., je pense. Je crois qu'il avait eu la majorité à son deuxième mandat. Enfin, ça fait 20 ans, quoi. Et donc, la victoire de Trump cette année est encore plus éclatante que celle de 2016, bien plus forte que celle de 2016, où, certes, il avait remporté des États, il avait fait basculer des États clés, mais il n'avait pas eu le vote populaire, et c'était quand même un peu plus rude. Là, la victoire, il n'y a pas à discuter, quoi. Ça a été immédiat, alors qu'on nous annonçait des scrutins, des dépouillements qui dureraient pendant des jours et qu'on n'en saurait rien avant la semaine prochaine. Non, là, pendant la nuit, les trois principaux organismes de presse, donc Associated Press, l'agence de presse, CBS et Fox News, qui sont les trois qui déclarent qui est le président. C'est un peu curieux, enfin, c'est comme ça, c'est les États-Unis. Ils ont dit ok, la course est finie, quoi, c'est terminé, là, Trump a gagné. Et donc il y a du point de vue électoral pur, c'est une victoire retentissante. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est de savoir si un élu, quelqu'un qui remporte une grande élection, a un mandat ou pas. Un mandat, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut lire dans l'étendue de sa victoire, dans les détails du scrutin, si les électeurs, donc c'est très délicat, mais enfin on interprète la largeur, la profondeur de l'adhésion qu'il reçoit des électeurs. Oui. Pour et s'il a un mandat, comme on dit... Macron n'a pas de mandat et lui, il a un mandat. Voilà, Macron n'avait pas de mandat en 2017. Il n'avait pas de mandat, encore moins de mandat en 2000. Il n'avait pas de mandat. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas de mandat en 2017 ? C'est qu'il a été élu contre, les électeurs l'ont élu contre Marine Le Pen en 2017. Et puis encore une fois en 2022. En 2022, le fait qu'il n'y ait pas de mandat était encore plus évident parce qu'il n'a pas eu de majorité lors de la législative qui ont fini. Mais là, Trump, alors on peut rajouter que les républicains emportent 52 sièges au Sénat. Le Sénat, c'est 100, donc la majorité, c'est 52. En général, le Sénat c'est 50-50, et c'est le vice-président qui est le président du Sénat, et c'est sa voix qui, en général, fait basculer oui, c'était le cas avec Kamala Harris, c'est ça ? C'est ça. Et donc là, le Sénat, sans le vice-président, donne une majorité aux républicains. On n'a pas encore le résultat de la chambre basse, qui est la chambre des représentants. Alors aux États-Unis, la chambre des représentants a moins de pouvoir que le Sénat, à la différence de la France. Hein. C'est les députés qui ont le dernier mot au Sénat, au Parlement. Aux États-Unis, c'est le Sénat qui a le dernier mot lors du vote des lois. S'ils sont pas d'accord, c'est la voix du Sénat qui tranche.
Et donc, la Chambre des représentants, qui est donc un peu moins importante, risque d'avoir également une majorité républicaine. Et donc, l'ensemble des institutions fédérales américaines seraient, c'est-à-dire Cour suprême, présidence, Chambre des représentants, Sénat, seraient à majorité républicaine. Alors, j'ai lu beaucoup de Français, mais qui connaissent rien à la Constitution américaine et qui n'ont pas grand-chose non plus au fonctionnement des institutions américaines. Oui. Ce n'est pas les super pouvoirs. C'est pas comme le président de la République française qui aurait la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc un gouvernement à sa botte. Là, vraiment, le président de la République française, lorsqu'il est dans cette situation-là, il a pas de contre-pouvoir. Aux États-Unis, même dans cette situation-là, il y a des contre-pouvoirs parce que structurellement, en raison du régime présidentiel, c'est-à-dire une séparation stricte entre les responsabilités, entre le président, enfin l'organe parlementaire et l'organe exécutif, il y a forcément des tensions qui naissent il y aura des tensions entre la présidence, enfin, entre Trump et son administration, et d'une part, et le Sénat, la Chambre des représentants de l'autre, quelle que soit leur couleur. Sans compter le fédéralisme, évidemment. Et voilà, et j'allais l'ajouter, tu as tout à fait raison, c'est un État fédéral, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui échappent, des tas de domaines qui échappent au gouvernement central et qui sont du ressort des États. Le plus célèbre récemment, c'est l'avortement. La question de l'avortement sur lequel Kamala Harris, à tort, aujourd'hui on le sait, a axé sa campagne en espérant rallier le vote des femmes. Ça ne lui a pas réussi, visiblement. L'avortement n'était pas un sujet suffisamment important. Les droits reproductifs, comme ils disent de façon épouvantablement hypocrite, puisque c'est le contraire de la reproduction, en l'occurrence, puisqu'on met fin à la reproduction. La question de l'avortement a été, on le sait depuis il y a 2 ans, renvoyée par la Cour suprême à la responsabilité des États. Donc chaque État est libre de décider de la pratique de l'avortement, des lois sur l'avortement. Et Trump là-dessus n'a pas de position particulièrement tranchée. Il laisse les États faire, comme la Cour suprême l'a demandé. Donc dire que Trump est anti-avortement ou qu'il est pour l'avortement, peu importe. C'est absolument pas la question. La Cour suprême a retiré ce pouvoir au gouvernement fédéral et donc l'opinion du président n'a aucune importance, ni d'ailleurs du Parlement, enfin du Sénat ou de la Chambre des représentants, aucune importance puisque la Cour suprême a rendu ça, a sorti ça du domaine fédéral et l'a rendu aux États. Et donc il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis que j'ai décrits. À la fois dans le fonctionnement constitutionnel et puis dans le fonctionnement fédéral, dans la structure fédérale du gouvernement, qui font qu'il y aura des contre-pouvoirs et de crier à l'autoritarisme, à la dictature, oui, parce que la Constitution lui aurait donné tous les pouvoirs, aurait donné le pouvoir en même partie, c'est faux. On pourrait tordre le cou également en passant à certaines informations déformées qui sont arrivées. Trump, on a fait dire à Trump en coupant des parties de ses discours qui voulaient mettre devant un peloton d'exécution certains de ses opposants. C'est absolument pas le cas. C'est un mensonge pur et simple. Il s'agissait de Liz Cheney, qui est la fille de Dick Cheney, qui était le secrétaire, qui était ministre de la Défense. Non, il était secrétaire d'État ou ministre de la Défense. Je connais pas bien. Dick Cheney de George Bush, donc qui était un sinistre personnage, qui a mené la guerre en Irak. Qui a lancé la guerre en Irak sous George Bush, et sa fille était une élue républicaine, mais elle n'est plus élue, et elle a mené un combat très, très ferme contre Trump au sein du Parti républicain, qu'elle a quitté aujourd'hui, je crois. Et Trump a parlé d'elle et a parlé en fait de son goût pour la guerre. C'est-à-dire qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les néoconservateurs, c'est-à-dire la branche des républicains, enfin il y en a également chez les démocrates, qui sont pour un interventionnisme des États-Unis à tout crin dans toutes les affaires du monde, ce qu'on appelle les néoconservateurs.
Et Trump est opposé aux néoconservateurs parce que il n'aime pas leur aventurisme en politique étrangère et dans les guerres qui sont déclenchées. Par exemple, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, c'était typiquement du néoconservatisme. Et donc Donald Trump a dit à Liz Cheney, mais enfin, ne lui répondait pas directement, mais il disait cette dame, si jamais elle aime tellement la guerre mais en fait elle a aucune idée. Si elle aime tellement la guerre, elle a qu'à faire face à des fusils. Et on en a tiré, on a déformé les propos de Trump en disant qu'il voulait la mettre devant un peloton d'exécution, ce qui est un mensonge complet. Enfin, il y a eu beaucoup d'exemples de ce. Celui-là, je le cite comme ça, comme exemple, mais c'est pour montrer un peu les déformations qu'on entend jusque dans les médias français, enfin, les médias européens, à propos de Donald Trump, de ce qu'il peut dire. Donc, je répète ce que je disais au début. Moi, Trump, je l'observe comme un phénomène politique très intéressant. C'était un représentant du mouvement populiste qui a des équivalents en Europe, qui a des équivalents ailleurs dans le monde. Narendra Modi en Inde, il y avait Bolsonaro au Brésil. On pourrait mettre le président turc également, c'est-à-dire Erdogan, oui, alors il y a le président hongrois, Viktor Orban, Poutine, d'une certaine manière, est un populiste, c'est-à-dire des hommes politiques qui représentent un courant de pensée politique très ancien, qui refusent la dissolution de leur nation ou de leur État dans un empire. Et Trump d'une certaine manière à la tête d'un empire, parce que les États-Unis ont une dimension impériale, mais en fait, l'extension de l'empire n'est pas dans son programme. Et donc, en ce sens, c'est un populiste, dans un sens pur et non polémique. C'est ni bien ni mauvais, c'est juste une branche politique, une branche du débat, enfin, une orientation politique que je trouve très intéressante, parce qu'elle est nouvelle, et parce qu'elle a visiblement, dans plein d'autres pays, l'adhésion des électeurs. En France, c'est le mouvement d'Éric Zemmour ou le mouvement de Marine Le Pen qui sont populistes, ils freinent des quatre fers contre l'intégration dans le fédéralisme européen, par exemple. Et pourquoi tu t'appelles ça populiste plutôt que nationaliste ? On pourrait appeler ça nationaliste. La différence, c'est que le nationalisme contient souvent une dimension agressive à l'extérieur, ce que le populisme n'a pas, forcément. Le populisme est plutôt isolationniste, il n'est pas conquérant. Le populisme se distingue du cosmopolitisme, comme son nom l'indique, cosmopolitisme, citoyen du monde. Donc voilà, le populiste, c'est le courant politique qui fait la part belle à la citoyenneté et donc à l'identité, l'attachement des citoyens à leur cité, que ce soit un État-nation, que ce soit un État multinational, parce qu'il y a des d'États multinationaux, qui ne sont pas non plus des empires. Le cosmopolite, lui, se sent bien dans un empire et juge que c'est l'empire qui est justifié. C'est une histoire très ancienne, parce que les empires, il est probable que les empires sont les premiers États. Il y avait des cités-États avant. Non, ce sont des cités-États qui précèdent les empires. Mais disons que l'empire, c'est quelque chose qui, selon les zones géographiques d'ailleurs, la Chine est un empire qui a 2500 ans. Il y a eu des empires en Europe, enfin on les connaît, il y a eu des empires dans les États-Unis, dans d'autres parties du monde, aux Amériques, en Inde, en Indochine par exemple, il y avait un empire qui dominait la péninsule à certaines époques, la péninsule indo-chinoise. Et donc Trump est un représentant typique du populisme et c'est très intéressant à voir, à observer, parce que c'est un des courants politiques avec lequel qu'on doit observer, réfléchir. Est-ce qu'il a ses qualités, il a ses défauts, tout comme le cosmopolitisme a ses qualités et ses défauts. Et c'est évidemment la personnalité de Trump peut irriter, mais une chose est très importante, pour moi, c'est qu'il faut voir Trump comme
comme un symptôme et pas comme une cause. Trump, alors certes, tout à l'heure je disais un peu le contraire lorsqu'on évoquait l'étincelle qui a fait que Trump, l'offense, l'humiliation qui a Oui. fait que Trump a décidé de rentrer en politique, sérieusement. S'il a eu du succès, en fait, c'est probablement parce qu'il était un symptôme, il a senti l'air du temps, Mhm. ce dont les Américains, en tout cas une majorité d'Américains, avaient besoin en politique. Il l'a présenté, il a gagné 2 fois, dans des circonstances très difficiles. Sa victoire ici était dans des circonstances beaucoup plus difficiles qu'en 2016. Et il faut reconnaître son génie politique. Hein. C'est admirable dans ces circonstances d'avoir surmonté de pareilles difficultés. Oui, bien. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne soirée. Ouais, salut, à À bientôt. bientôt.